Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous, que vous avez aussi pu, pour ceux qui le souhaitaient, accéder aux mises en vente pour des places pour aller voir les Bulls cette saison. Euh, comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, il y avait le calendrier de la saison qui était sorti. Les billets n'étaient pas encore mis en vente. Sur Twitter, j'ai informé un peu quand les mises en vente ont eu lieu, donc c'était le 12 septembre. Donc j'espère que certains d'entre vous ont pu trouver les tickets qu'il leur fallait, qui vont pouvoir faire des voyages à Chicago. Dites-le, parlons-en, on peut échanger nos expériences de voyage et tout, c'est toujours cool. Ouais, on n'avait pas fait de vidéo depuis un petit moment, il n'y avait pas vraiment de grosses actus, hein. On va quand même revenir sur les dernières petites signatures. Et d'ailleurs, c'est un petit peu, enfin, c'est marrant et intéressant de se rendre compte de ça, c'est qu'on a deux autres natifs de Chicago qui rentrent à la maison, et ça commence à faire pas mal, hein. On avait Ayo de Sunmu, Javon Carter qui est né à Maywood dans les quartiers ouest de Chicago, Matas Bouzelis qu'on a drafté qui est de Chicago, on a signé DJ Stewart en two-way contract qui est de Chicago, on a l'an dernier, si tu remontes, on a engagé Peter Patton en tant que shooting coach qui est de Chicago, et tu peux même considérer la venue d'Etwan Moore qu'on a engagé comme scout comme il n'est pas de Chicago même, mais il vient d'un endroit qui s'appelle East Chicago, dans l'Indiana, qui est vraiment pas loin de Chicago, donc voilà. En plus c'est un ancien joueur des Bulls, donc bref. Et du coup, depuis la dernière vidéo, on en a signé deux autres pour des contrats Exhibit 10, donc pour le training camp, qui sont Talen Horton-Tucker, qui arrive libre après plusieurs saisons au Jazz notamment, et AJ Liddell. Donc tous les deux arrivent dans des contrats Exhibit 10, tout comme Kenneth Lofton Jr. dont on avait parlé déjà, et qui vont donc, pendant le training camp, essayer d'obtenir soit un spot dans le roster en essayant de piquer la place à Honorable B-Team, dont le contrat n'est pas totalement garanti, soit le troisième two-way contract qu'on peut encore, qu'on doit encore donner à quelqu'un. Euh, mais c'est sûr que c'est intéressant de se rendre compte que ça fait beaucoup de natifs de Chicago ou des alentours, et c'est une stratégie qui est quand même assez répandue en NBA, surtout dans les grosses villes comme ça, où bah, quand t'es pas forcément bon, où tu sais que la saison va pas être forcément euh, fabuleuse, hein. Personne s'attend à ce que les Bulls aillent en playoff ou à la limite au play-in, quoi. Donc ça va être très très compliqué. C'est une saison dont on s'attend à pas grand chose en termes de victoire-défaite. Mais c'est toujours bien de jouer un petit peu sur la corde sensible. Voilà, on a des mecs du coin, venez les voir quand même. Ça permet de prendre un petit peu des tickets. Tu joues un peu sur la fibre locale. Et enfin, toutes les équipes font ça, mais c'est vrai que les Bulls en particulier, hein, quand on avait lancé le tanking il y a quelques années avec John Paxson, avec Gary Forman, on avait quand même signé Jabari Parker pour 40 millions sur 2 ans, alors qu'il avait les genoux dans la boîte à gants. Donc on savait très bien qu'il n'allait pas faire grand-chose. Et d'ailleurs, au bout de 6 mois, on l'a tradé à Washington, mais ça a vendu des maillots, donc voilà, c'est toujours quelque chose que les Bulls aiment bien faire. Puis c'est vrai que bon, voilà, quand tu es une grande ville comme Chicago, tu as beaucoup de joueurs qui sortent du coin, donc voilà, quand on rapatrie quelques-uns, ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai qu'au-delà de leur provenance, au-delà de leur ville natale, ce que je trouve intéressant dans les signatures qu'on a faites, c'est que pour moi, ils ont tous une chance relativement légitime d'aller gratter un spot. Ou minimum voilà, de bousculer un peu la hiérarchie. On a déjà dit dans la dernière vidéo, Kenneth Lofton Jr., il a un profil qu'on n'a pas vraiment dans l'équipe, hein, par rapport à sa taille, par rapport à son gabarit, etc. Talen Horton Tucker, bon, malgré ses lacunes au shoot, parce que bon, c'est quand même un mec qui est pas vraiment reconnu pour ses qualités de shooter. Personnellement, je pense que ça peut être un léger upgrade par rapport à Javon Carter qui n'a pas sorti une saison de dingue, et qui va nous coûter plus cher. Donc, bah, enfin, ça après, c'est que mon avis, hein. Je pense que Javon Carter va rester là. Il a un contrat garanti, à moins qu'on l'inclue dans un trade quelque part. Il est là, quoi. Euh, mais je pense pas que Carter aura un rôle important cette saison. On l'a vu l'an dernier, il était très peu utilisé, surtout sur la fin de saison. Il multipliait les matchs où il sortait plus du banc. Donc, personnellement, Talen Horton Tucker, je pense que c'est léger, hein, mais un upgrade quand même par rapport à Carter.
Et puis donc voilà, si tu arrives à le remplacer par un gars moins cher et qui colle un peu plus dans le projet de Karnišovas et Eversley, à savoir des jeunes joueurs encore à développer, mais qui ont déjà une certaine expérience de la NBA, ça rentre en fait exactement là-dedans, parce que Horton Tucker, il a que 23 ans, mais il a déjà 5 saisons dans la ligue. Les 3 dernières où il tournait à plus de 10 points par match quand même, enfin à 10 points par match en fait, dont 2 à Utah, et avant ça il était aux Lakers où il a quand même récupéré une bague de champion NBA dans la bulle en 2021 avec Alex Caruso notamment, même si bon, on accorde le crédit qu'on veut à cette bague, mais toujours est-il qu'il en a une. Donc voilà, c'est pas un shooter, c'est pas un profil ultra défensif non plus, il a quelques qualités à ce niveau-là, mais c'est pas non plus, voilà, il est pas élite non plus. Mais voilà, c'est quelqu'un capable de faire de bonnes choses de ce côté-là du parquet, et donc sans être un spécialiste, il est capable d'aider un peu cette équipe, et il peut avoir un rôle intéressant, je pense. Donc après, à voir si il bouscule la hiérarchie et prend le 15e spot, est-ce qu'il obtient un two-way. Après, ça c'est l'appréciation de Billy Donovan et du staff. L'autre signature, donc AJ Liddell, je me rappelle que il y a 2 ans, on en avait déjà parlé dans cette vidéo, quand on parlait des joueurs qui étaient des potentiels drafts, des potentielles cibles de draft pour les Bulls, avec le pick 17 où on avait pris Dalen Terry au final. Et puis lui, finalement, il a glissé jusqu'au deuxième tour, mais il faisait partie de ces joueurs qui à l'époque étaient projetés milieu de premier tour, fin de loterie, etc. Donc on avait un petit peu parlé de lui à ce moment-là. Le truc, c'est que depuis, il a joué que 8 matchs NBA en 2 saisons, parce que le pauvre, il s'est blessé au genou dès la Summer League, sa première saison. Donc il a fait une première année complètement blanche avec les Pelicans. Et puis l'an dernier, il a joué que 8 bouts de match, où tu peux difficilement euh, juger, quoi. C'est 8 bouts de match après plus d'un an complet sans jouer et revenir d'une opération genou. Donc forcément, c'est difficile d'estimer son vrai niveau, parce que tu l'as pas vu jouer depuis très longtemps. Donc c'est un essai. Je pense pas que lui sera capable d'intégrer le roster final, mais Kenneth Lofton Jr. et Talen Horton-Tucker, je pense qu'ils vont se batailler tout le training camp pour essayer de choper le dernier two-way, ou essayer de bousculer B-Team hors du roster principal quand même. Je pense que ça peut être pas mal. Ce training camp va commencer donc on a le Media Day le 30 septembre, donc dans à peine un peu plus de 10 jours. Et le lendemain, donc c'est le début de ce fameux training camp. Et je le trouve extrêmement intéressant, ce training camp, en fait, parce qu'il y a plein de questions, plein d'incertitudes, plein de trucs où tu te dis, mais comment ils vont gérer ci, ça va se passer comme ça. Et tu vois, parce que pendant les dernières années, tu savais qui allait être dans le 5 de départ. Je veux dire, l'an dernier, quand le training camp a débuté, tu savais parfaitement qui allait être dans le 5. Après, il y a eu voilà, des modifications au fur et à mesure, mais tu savais. La saison précédente, c'était pareil. Là, Vooch va être titulaire, ok. Josh Giddey va être titulaire, ok. Le reste, Patrick Williams, bon, avec le contrat qu'il a signé, Kobe White, Zach LaVine. En fait, il y a plein de questions. Quel va être notre 5 de départ? Quelle va être nos rotations derrière? Qui va obtenir le two-way, etc. Donc ça, on en a déjà un petit peu parlé. Mais en fait, pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est quelle va être la plus grosse interrogation de la saison pour les Bulls. Quel va être le truc le plus... le fil rouge, le truc qui va vraiment déterminer. Parce qu'il y a plein de trucs. Est-ce que ça peut être le retour de Lonzo Ball, qui revient après 2 ans et demi sans jouer? Quel bien ça peut faire aux Bulls d'avoir un Lonzo Ball capable peut-être de jouer une dizaine de minutes par soir, en évitant les back-to-back, surtout au début, qui connaît pas de rechute, qui montre qu'il a un niveau voilà, décent sur les 8-10 minutes qu'il va être capable de jouer tous les soirs. Il est là, il se montre, il apporte, il a de la défense, du playmaking, il va mettre quelques 3 points. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Et est-ce qu'il est capable de faire ça suffisamment pour éventuellement intéresser notre équipe qui, avant la deadline en février, pourrait dire Lonzo Ball, il a prouvé que son retour, ça se passait bien. On peut peut-être essayer de mettre un travail en place pour récupérer quelque chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait le scénario idéal, mais ce serait intéressant. Autre dossier, évidemment, qui est probablement le plus gros et qui va être probablement le gros fil rouge de la saison, c'est Zach LaVine, forcément, puisqu'il est toujours là, puisqu'on n'a pas réussi à le trader. Et de ce fait, ça a engendré des moves qu'on
n'espérait pas forcément faire pendant cette intersaison. Je pense que si on avait pu trader Zach LaVine dès le début, Caruso serait encore là, par exemple. Mais Zach LaVine est toujours là. Et donc, quel rôle il va avoir, quelles répercussions ça va avoir sur les autres en termes de minutes, parce que Zach LaVine, il va jouer. Là, tu es dans une optique de Zach LaVine, on doit absolument montrer que il est en grande forme, parce qu'en plus, voilà, il s'est fait opérer au mois de février, il revient en grande forme, il retrouve un bon niveau, il a une attitude au top, il joue, il aide l'équipe, voilà, il se montre. Tu vas être obligé de le faire jouer, il va être obligé d'être titulaire en fait. Tu peux pas espérer attirer une autre équipe en ayant Zach LaVine qui sort du banc et qui joue 18, 20, 22 minutes par soir. Ça va pas être possible. Donc, Zach LaVine, il faut qu'on le montre bien, il faut qu'on le présente bien, qu'on montre qu'il est en forme, euh, qu'il qu'il est capable d'apporter à une équipe et que voilà, une équipe s'intéresse à lui et que lui aussi, à la deadline en février, on soit capable de le dégager. Il y a un problème, c'est est-ce que lui va jouer le jeu? Contrairement à ce qu'il a fait la saison dernière. Du moment où il a dit enfin, que son agence, ses représentants ont dit ce serait bien qu'il se barre, on l'a vu traîner des pieds sur le parquet, attendre dans le coin, refuser des shoots, absolument pas s'impliquer plus que ça. Euh, il était un petit peu blessé, il est revenu pour 7 matchs où il a montré un petit peu plus d'envie, mais enfin, il fallait vraiment regarder, il fallait vraiment creuser pour un petit peu plus d'émotion, mais enfin voilà, c'était pas ouf non plus. Et ensuite, il décide de se faire opérer pour éviter d'être tradé aux Pistons. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Hein. Il a vu qu'il y avait cette possibilité d'être tradé à la deadline aux Pistons. Il avait cette blessure au pied qui ne nécessitait pas forcément une opération. Il pouvait jouer avec. Il a dit, tu sais quoi, si c'est me faire opérer du pied ou aller aux Pistons, ben, je préfère me faire opérer du pied et aller vous faire foutre. Donc voilà, on voit la mentalité du bonhomme. Maintenant, il n'a pas vraiment le choix. Il doit se montrer lui aussi. S'il a toujours cette envie de partir, s'il est vraiment en froid avec Billy Donovan, qui peut plus saquer la direction, etc., etc., gros, tu dois te montrer. Zach LaVine doit se montrer, il doit jouer le jeu pendant 3 mois, 4 mois, et en janvier ou en février, trouve une équipe qui est intéressée, qui est capable de mettre un deal intéressant en place, que les Bulls récupèrent quelque chose, et tu dégages. Voilà, mais ça va être le temps où il va être là, ça va empiéter sur le temps de jeu d'autres joueurs qu'on cherche à développer. Les Ayo Dosunmu, qui du coup qui avait fini la saison titulaire et qui va certainement retourner sur le banc, les Julian Phillips, les Dalen Terry, tous ces mecs à qui on veut donner du temps de jeu pour qu'ils progressent, pour voir ce qu'ils sont capables de donner. Tant que Zach LaVine va être là, ça va être un frein à ça. Donc, donc il va falloir voir comment ça va se dérouler. Et un troisième fil rouge qui va être pour moi important, j'ai l'impression de dire ça tous les ans, c'est Patrick Williams. Parce que là maintenant, c'est fini. Tu peux plus faire des saisons comme tu as fait et te cacher derrière des fausses excuses comme quoi, oui, j'ai 3 All-Stars dans mon équipe, il faut que je leur donne des ballons, je peux pas shooter moi. Fais-toi violence, mon gars. On a entendu plein d'histoires sur Twitter, etc., ou comme quoi Patrick Williams serait freiné dans sa progression par DeRozan, par Zach LaVine, par Vucevic, etc. Parce que c'est des joueurs qui ont besoin d'avoir la balle dans les mains et c'est pas lui la priorité, c'est pas Patrick Williams. J'y crois pas des masses, mais je peux quand même apporter un peu d'eau à cet argument dans le fait que quand Zach LaVine était blessé en décembre, c'est là qu'on a vu la meilleure version de Patrick Williams. Là, il a enchaîné des gros matchs réguliers où il attaquait le cercle, où il prenait ses responsabilités, où il était agressif. Ça a duré une douzaine de matchs. Zach LaVine est revenu, puis s'est reblessé. Patrick Williams s'est blessé à son tour. Donc lui aussi, il doit prouver déjà qu'en termes de forme physique, il est là. Mais il doit aussi montrer qu'il a ce qu'il faut pour franchir le palier qu'on attend qu'il franchisse depuis maintenant 2-3 ans maintenant. On sait qu'il a les capacités, il les a montrées plein de fois, par séquence, par-ci, par-là. Mais maintenant, c'est hors de question que Patrick Williams perde sa place de titulaire contre Torrey Craig, contre Jérôme Green, ou même Caruso pour des 5 small ball, parce qu'il y en avait marre de le voir sur le parquet, et Billy Donovan préférait des mecs qui sortaient les dos du cul, quoi. Ça, c'est plus possible. Patrick Williams, cette saison, il doit être dans le top 3 des meilleurs joueurs de la saison. Quand, à la fin de la saison,
en avril, parce qu'on va certainement la finir mi-avril, la saison, hein. En avril 2025, on doit dire Patrick Williams, là, top 3 meilleurs Bulls de la saison. C'est l'objectif pour moi. Il doit être là. C'est se dire, ok, là, il a fait une saison où il a justifié les attentes qu'on avait en lui, il a été plus régulier, il a pris ses responsabilités, on l'a vu scorer, on l'a vu voilà, faire le taf en défense, on l'a vu prendre des rebonds, on l'a vu faire ce qu'on imaginait qu'il était capable de faire, mais qu'on voyait que trop rarement, on l'a vu beaucoup plus souvent. Si tu fais 80% de la saison où tu fais ça, parce que c'est toujours, comme je le dis à chaque fois, tu peux pas être au top, ultra performant sur 82 matchs, surtout avec les back-to-back, etc. Mais si tu, allez, 80% de la saison, tu sors des gros matchs, tu es là, tu montres que tu as progressé, et surtout dans la tête, que là, tu vas chercher les trucs. T'attends pas que ça tombe tout cuit dans le bec, tu vas les chercher. Et ben là, on pourra dire qu'on est sur une super saison de Patrick Williams. Parce que jusqu'ici, on a vu son talent sur 10, 15, 20% de la saison. Tu vois, c'est des morceaux par-ci par-là. Là, je vois un truc plus consistant de sa part. Parce que 90 millions de dollars sur 5 ans pour un mec qui a l'air quand même limité mentalement, il va falloir les justifier maintenant. Alors après, on peut aussi parler des rôles qu'on peut donner à Matas Bouzelis pour sa première saison, à Josh Giddey aussi, sachant qu'il va être éligible pour une extension l'été prochain lui aussi. Mais pour moi, Zach, Patrick Williams, Lonzo, c'est les dossiers les plus chauds pour la saison. Ça va être les gros fils rouges de la saison. Idéalement, mais alors attention, hein, idéalement, si on part sur un scénario où Disney, toutes les planètes s'alignent, il y a le happy ending à la fin, Lonzo joue sans rechute, sans douleur, joue à un niveau correct, une équipe vient le chercher en février. Zach LaVine, pareil, il prouve qu'il est en bonne santé, qu'il a retrouvé son niveau de la saison 2022-23, surtout la deuxième partie, où il a cartonné toute la ligue, où il a défoncé tout le monde, et comme au play-in sur le parquet de Toronto, où il finit avec 39 points, dont 30 en deuxième mi-temps. À cette période-là, Zach, il survolait tout. Il était extraordinaire. Il était extraordinaire. S'il retrouve ce niveau-là, allez, il intéresse une équipe et il file. Et à partir de là, à partir de février, si tu arrives à te débarrasser de Lonzo et de Zach LaVine, derrière, tu fais jouer que les jeunes, tu tankes entre guillemets, tu développes, tu fais jouer, tu donnes des 30 minutes à Phillips, à des 15 minutes à Terry, tu fais jouer tous les jeunes et tu essaies de récupérer ton pic de draft top 10. Voilà. Si à la fin de la saison, on se dit Lonzo il a tenu le coup et on a réussi à le refourguer à quelqu'un. Zach LaVine a tenu le coup, a joué le jeu et on l'a refourgué à quelqu'un. Patrick Williams a fait une saison de dingue et on est tous contents qu'il soit resté et qu'il a enfin montré tout ce qu'il était capable de faire. Et en plus, on a récupéré on a descendu au classement pour récupérer notre top 10 pick à la draft. Là c'est la saison parfaite. C'est la saison parfaite. Victoire, défaite, la qualité de jeu, machin. Ça, après, ce sera au soir le soir, hein, ceux qui voudront se poser devant les écrans et gérer. Mais moi, c'est ce que je vais faire. Je sais que de toute façon, je vais regarder tous les matchs. Mais voilà. Si on arrive à récupérer notre top 10 tout en dégageant Zach LaVine, tout en dégageant Lonzo Ball, tout en ayant voilà, les jeunes qui progressent, notamment sur la deuxième partie de saison, ce sera énorme. Mais est-ce que tout ça va arriver? Ça reste quand même compliqué. On sait que c'est les Bulls. C'est les Bulls. On connaît les Bulls. Ça se déroule jamais comme on l'espère. Donc, il y a la moitié de ce qu'on vient d'annoncer qui va certainement pas arriver. Ça peut être Lonzo Ball qui se repète au bout de 4 matchs. Ça peut être Zach LaVine qui boude et qui joue pas le jeu et qui reste dans son coin en continuant à être payé à 43 millions la saison. Ça peut être Patrick Williams qui ne franchit pas ce step. Ça peut tout être. Voilà. Ça peut être, on finit avec le 9e ou 10e pire bilan, et puis à la loterie, on finit 11e, et puis on n'a pas notre pic, et du coup, on est complètement dans la merde. Tu sais jamais. C'est les Bulls. C'est les Bulls. Et tu sais jamais avec les Bulls. Ça peut être le scénario catastrophe où il n'y a absolument rien qui va dans ton sens, comme ça a quand même été pas mal le cas sur les dernières saisons quand même. Mais des fois tu as ce que tu mérites. Hein. Donc voilà, quand tu es mal géré comme ça, parfois les choses qui t'arrivent,
elles deviennent assez normales au final. Mais bon, voilà, c'est vraiment, j'ai hâte qu'on arrive à ce training camp et observer les premiers matchs de préparation, voir les line-up, les rotations, parce que ça va être extrêmement, extrêmement intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc là, on est rentré dans une partie un peu preview de la saison, un petit peu, mais on va développer ça un peu plus en article et en vidéo d'ici que la saison commence. On va déjà observer un peu ce qui va se dire au Media Day, on va observer un peu les premiers matchs de pré-saison. Et ensuite, il y aura une autre vidéo où on va revenir sur ce qu'on a vu, sur ce qui a été dit, voilà, analyser un peu quelles vont être les rotations, les line-up, qu'est-ce qu'on peut espérer de la saison, etc. Mais enfin voilà, la base elle est là. P-Will qui explose, Lavine qui joue le jeu, Lonzo qui revient en bonne santé et récupérer le top 10. Voilà. Ce sera déjà quelque chose d'assez exceptionnel. Pour conclure, il faut en parler parce que franchement, mon Dieu, c'est quoi ces City Edition dégueulasses? Mais quasiment tous en plus. Euh, pour ceux qui ont vu, là, il y a un jour ou deux, j'ai retweeté un compte où il y avait les photos des maillots City Edition qui me paraissent assez crédibles comme compte, qui est bien informé, donc c'est pas un truc fait voilà, un peu bidon. Ça a l'air d'être bien les vrais City Edition et honnêtement, et ben c'est de la belle merde. Mais la grande majorité des 30 City Editions qui ont été dévoilées, c'est une daube infâme. Et le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu les Bulls, celui des Bulls, je me suis dit, j'ai déjà vu ça quelque part. Et après, en discutant sur Twitter, le maillot des Dallas Mavericks il y a quelques années, c'est quasiment le même. C'est les mêmes couleurs, la même écriture. Ils ont juste, sur le maillot de Dallas, il y avait deux bandes sur le côté, là, elles n'ont pas l'air d'être là. Mais sinon, enfin, les mecs, clairement, ils se foutent de notre gueule. À Nike, ils s'en battent les couilles. Pour ceux qui suivent le foot aussi, il y a des maillots de foot cette saison qui sont d'une horreur absolue par Nike. Franchement, c'est un dégueulasse. C'est absolument ridicule. Ridicule. Mais là, au niveau NBA, ressortir des maillots comme ça, où tu vois bien en plus, tu t'en rends compte quand même, que le maillot des Bulls, il ressemble à celui de Dallas il y a 2-3 ans. Quand même, les mecs, il faut vraiment nous prendre pour des demeurés. Mais vraiment. Donc c'est clair que ça finira pas dans mon placard. Hors de question que j'achète ce maillot de merde. Ça c'est clair et net. Quand je serai à Chicago, parce que du coup je vais à Chicago en novembre pour 2 matchs, ça c'est clair et net que si je prends un maillot, ce sera pas le City Edition. Ça c'est sûr et certain. Non, 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 ça c'est pas de l'argent qui va finir dans les poches de la NBA ou Jerry Reinsdorf, ça c'est clair. Après, peut-être qu'il y en a qui le trouvent chouette, le City Edition. Hein. Dites-moi, peut-être que pour vous, la couleur est chouette, le design est sympa. Pour moi, Nike se fout totalement de notre gueule. Mais enfin, bref, ça, c'est un avis personnel. Euh, donc voilà, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On a fait un petit tour des petites actus qu'il y avait dernièrement. Comme je disais, dans 11 jours maintenant, on a le Media Day et le lendemain, le Training Camp débute. Donc on va se retrouver à cette période-là pour traduire un peu toutes les interviews qu'il y aura pour le Media Day, revenir un peu sur les déclarations qu'on a eues des uns et des autres, voir si Zach LaVine est motivé, voir comment se porte Lonzo Ball, qui ça fait maintenant 5-6 semaines qui fait des matchs à 5 contre 5 avec contact, donc physiquement ça monte en puissance. Après, est-ce qu'ils vont nous dire le jour même que finalement il jouera pas la pré-saison parce qu'il n'est pas encore prêt? Tu sais jamais avec les Bulls. Faut s'attendre à tout. Faut s'attendre à absolument tout de la part des Bulls. Donc voilà, on va suivre le Media Day et voir comment ça va se dérouler pour nous. Donc en attendant, comme d'hab, portez-vous bien et on se retrouve très très bientôt. Ciao Bulls.